Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. S'interroger sur la façon dont les droits de l'homme sont respectés de par le monde, c'est l'objectif de la Journée internationale des droits de l'homme. À l'occasion, nous irons à la découverte de la Commission béninoise des droits de l'homme. La croissance démographique de l'Afrique oblige ses agriculteurs à produire énormément pour satisfaire la demande. Pour relever ce défi, l'Afrique doit pouvoir compter sur ses jeunes agriculteurs pour mettre un terme à la pauvreté et la faim. National de rentrée de devises, le secteur est en pleine reconstruction. Au Bénin, des réformes sont en cours pour lui donner plus de visibilité. Merci de votre fidélité. Il était une fois la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale a décidé d'élaborer un test sur les droits communs à toutes et à tous. Un test qui s'impose à tous les États et qui protège tous les êtres humains contre toute forme de discrimination. Au Bénin, une institution est chargée de veiller au bon respect des droits de l'homme. C'est la Commission béninoise des droits de l'homme. Comment fonctionne-t-elle et quelle est sa mission? Découverte avec Bénédicte Possou et Ulvaeus Balogun. Vous êtes-vous déjà demandé qui veille au respect des droits de l'homme au Bénin? L'institution dont c'est le rôle est la Commission béninoise des droits de l'homme. Totalement indépendante, elle œuvre pour la promotion et la protection des droits de l'homme. L'État béninois nous a confié la mission de protéger les droits de l'homme. La protection s'entendant comme la prévention. Prévenir que la violation survienne et si elle survenait, travailler à ce que la victime ait droit à la justice et obtienne réparation. Composée de 11 membres, cette commission a pour fondement la résolution 48-134 des Nations Unies relative aux principes concernant le statut des institutions nationales. C'est sur la base de ces principes que vous passez ce que nous appelons l'accréditation à un statut A ou B. L'intérêt réside dans le fait que vous pouvez participer pleinement en tant que membre à l'Assemblée mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Vous pouvez avoir le droit de vote, vous pouvez prétendre à occuper des postes dans ces institutions. La Commission agit donc en veille sur les questions de droits humains et contrôle les engagements du Bénin dans le monde. Notre particularité en tant que Commission, c'est que nous avons un rôle de conseil auprès des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics peuvent nous demander de leur donner des avis et de leur faire des recommandations sur toute question touchant aux droits de l'homme. Nous veillons aussi à ce que les obligations internationales découlant des différentes conventions ratifiées par le Bénin soient effectivement mises en application, mises en œuvre sur le terrain. Si connaître les droits humains est indispensable pour pouvoir les défendre, la Commission béninoise des droits de l'homme peut être saisie par n'importe quel Béninois qui se sent lésé dans ses droits. La loi précise qu'on peut nous saisir par tout moyen. À l'aide du numérique, vous pouvez nous saisir par SMS, vous pouvez nous saisir par WhatsApp, vous pouvez nous saisir par Facebook. Mais après cela, vous devez formaliser votre plainte. Et là, la loi précise que vous devez nous saisir par écrit ou verbalement ou tout autre moyen utile permettant de fixer les éléments formels et substantiels de votre requête. Elle sert donc de médiateur entre le citoyen et les pouvoirs publics. En son sein siègent toutes les couches socio-professionnelles du Bénin. Ce 10 décembre, c'est également la journée mondiale du droit des animaux en Afrique, plus particulièrement au Bénin. Les animaux sont maltraités, torturés et tués pour diverses raisons. Cela suscite une inquiétude sur la diminution, voire l'extinction de certaines espèces. Éléonore Lanouy et Rodrigue Blondoumé pour le reportage. Selon le réseau Benin Global Information Facility,
Les investigations sur la faune béninoise font état de ce que plusieurs espèces sont considérées comme menacées. Aussi, dans la nouvelle liste établie en 2011, dénomme-t-on 2 espèces d'amphibiens menacés de disparition, 13 espèces de reptiles, 45 catégories d'oiseaux et 49 groupes de mammifères. De même, l'Union internationale pour la conservation de la nature, UILN, signale que 43% des lions d'Afrique ont disparu ces 21 dernières années par la faute de l'homme. Une grande menace qui pèse sur l'avenir des populations sauvages. Dans notre pays en particulier, vous avez par exemple les tortues marines sur le littoral qui, dans leur biologie, doivent venir sur les plages pour pondre. Et dans le nord, dans les parcs, il y a quelques années, on constate qu'il y avait des massacres d'éléphants. On tue les éléphants parce qu'on veut l'ivoire. Vous avez par exemple les lions, les félins, vous avez des antilopes. La grande menace, c'est déjà dans la tête de l'Africain. Le comportement du Béninois, par exemple, quand on voit un animal, quand on voit un oiseau voler, on a tendance à lui jeter une pierre. Par exemple, vous allez dans certains villages ou dans certains pays, vous voyez des babouins, des singes qui traversent la route. Est-ce que vous avez ces cas-là au Bénin? Pour moi, tout est pratiquement menacé. Aujourd'hui, quand quelqu'un voit un serpent bouger, la première réaction, c'est de prendre un bâton et de tuer. Tuer. Ce mode d'exploitation abusif de la nature sauvage bafoue l'épanouissement naturel des animaux et par conséquent détruit l'écosystème. Normalement, toute espèce animale a droit à la vie. Parce que si cette espèce est créée, ça joue un rôle dans l'écosystème. Le cas le plus simple, dans les zones où les gens ont mangé tous les pitons, c'est qu'il y a beaucoup de rats qui se développent, qui perturbent les récoltes. C'est parce qu'on a détruit la chaîne, on a mangé, on a consommé ce qui constitue normalement les remparts. C'est ainsi pour différentes espèces animales. Quand nous brisons la chaîne, c'est nous qui perdons. Autant que l'homme, les animaux aussi ont des droits. Ne pas le leur reconnaître serait préjudiciable. Il devient urgent de mettre en place des plans d'action pour endiguer la disparition progressive des espèces menacées en Afrique et au Bénin. Eh bien, en Afrique, la population ne cesse de croître. Au même moment, la productivité agricole diminue et c'est l'exode rural qui s'installe. Pour contrer cette situation, les jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour mettre un terme à la faim et à la pauvreté en Afrique. Mais ils doivent faire face à de nombreux défis. Douens Arossouré, agronome, nous parle de ces défis au micro de Edwige Agossou et Ulvaeus Balogo. La jeunesse constitue la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que ça c'est une chance pour le Bénin. Puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez, est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont 3 problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Vous voyez, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie foncière. Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre 15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc, ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment, le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut, dans ce fonds-là, trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat
agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité. Je l'annonçais dans les titres, le tourisme international est une activité en pleine expansion au Bénin depuis des années. Le flux touristique a doublé, mais le Forum culturel du Bénin estime que le pays n'en tire pas encore tous les avantages au regard des acteurs culturels dont il dispose. Il a organisé une rencontre à cet effet dans ce reportage de Stanislas Linkman, des acteurs pâles des défis à relever pour l'amélioration de l'offre touristique. Ce jeune écrivain a l'habitude de raconter sur Internet l'histoire de certaines localités du Bénin. Des publications qui n'ont pas laissé indifférents les touristes intéressés par la destination Bénin. Les descriptions qu'on donne peut-être d'un lieu sur Internet de façon économique ou de façon... Donc moi je le raconte de façon littéraire pour que les gens viennent. Donc c'est ce que je vends. Donc de par mon expérience avec la magie du web, les personnes sont venues, mais pas dans un creuset de tourisme formel. Tout comme lui, ce digital marketeur béninois s'intéresse lui aussi aux potentialités de son pays. Toutefois, il déplore l'absence des offres touristiques du Bénin sur Internet. Le consommateur qui a un besoin d'aller explorer, d'aller vivre une expérience touristique, a un premier réflexe qui est celui de la recherche. Et ensuite, après la recherche, il y a la sélection, il y a l'achat, il y a la découverte et ensuite la recommandation. Mais déjà après la recherche qui se fait forcément sur Internet, c'est là qu'on se demande mais où est la présence en fait de ces offres-là sur Internet? Parce que j'ai vu inexistant le site par exemple du parc Pandjari. Du côté des responsables du secteur, on dit vouloir asseoir dans le temps une base solide afin de tirer véritablement profit du tourisme. Nous sommes vraiment dans une phase d'implémentation de construction. Donc le site aujourd'hui, il est quasiment terminé. On a vérifié toute l'ergonomie. On est en train de travailler à la banque d'images parce qu'il faut nourrir le site des images du Bénin. Donc c'est vraiment une question de temps, à très très courte échéance. Ce site web va pouvoir être lancé et la destination va commencer tout doucement à être promue. Avec 197 millions de dollars de recettes en 2014, soit environ 117 milliards de francs CFA, le tourisme constitue la plus importante source de recettes en devises étrangères du Bénin. Il génère 2,6% du produit intérieur brut et fournit 5,6% de la totalité des emplois. Ces chiffres estiment les responsables en charge du secteur apparaissent encore trop faibles par rapport au patrimoine culturel exceptionnel dont dispose le Bénin. Pour mesurer la part réelle de tourisme dans l'économie, nous sommes en train de mettre en place le compte satellite du tourisme. Donc ce plan de déroulement a commencé le 4 novembre passé et sera sur 22 mois, au bout duquel nous aurons un outil statistique fiable qui pourra nous permettre de quantifier le pourcentage réel de tourisme dans le secteur de l'économie en général. Cette modernisation du secteur permettra aussi d'avoir une idée du nombre exact de touristes qui visitent le pays par voie terrestre et qui jusqu'ici restent inconnus. Foire internationale de Dakar, participants et visiteurs sous la hantise des embouteillages à l'entrée comme à la sortie, un casse-tête qui trouve écho auprès des éléments de la gendarmerie nationale à travers un dispositif spécial pour assurer la circulation des personnes et des biens. Dans la même foulée, de nombreux jeunes diplômés trouvent à travers cette FIDAC une solution plutôt à leur insertion professionnelle. Ousmane Ndoye pour le reportage. La Foire internationale de Dakar, édition 2019, c'est parti et c'est par un dispositif spécial enclin à aider à la libre circulation des biens et des personnes qui l'accompagnent. Les exposants préférant emprunter les passerelles de la foire se disent jusque-là motivés par ce dispositif spécial. Pour l'entrée à la foire, déjà, il y a des policiers qui garantissent déjà notre sécurité. Des gendarmes qui garantissent notre sécurité. Donc ils font le contrôle des badges et en même temps des tickets pour les personnes, les visiteurs. Donc je pense que c'est normal qu'ils
qu'ils fassent ça, parce que lorsque nous exposons nos produits dans les stands, le soir nous rentrons et nous ne partons pas avec les produits. Donc il doit y avoir une sécurité et je pense que la sécurité est garantie. Il est clair et apparent que l'incivisme des uns et des autres est un frein à la libre circulation des voitures préposées à entrer à la foire. Seulement l'espoir reste permis avec la vigilance des forces de sécurité qui, constatons-le, avec leurs balises, contribuent à circonscrire considérablement le casse-tête des embouteillages tout au long du déroulement de cette FIDAK 2019 qui en est à sa 28e édition. Je préfère marcher parce que la circulation elle est juste impossible. Il y a trop de bouchons. On perd plus de temps dans la circulation qu'en marchant. Ce sera comme ça jusqu'à la fin de la foire et même après. Vous avez préféré garer garer loin, juste garer là-bas, à l'ouest là-bas et puis pour marcher. Chaque automobiliste doit respecter sa voie. Si les voitures se permettent de valser à gauche et à droite, ça crée des problèmes. Donc aujourd'hui, les chauffeurs doivent se conformer à la règle et respecter leur voie. La foire, c'est aussi un hub d'innovation et de vocation destiné à la promotion des jeunes du Sénégal, déjà diplômés. Ils sont nombreux, ces jeunes, déjà en groupe un peu partout sur les cours de la foire pour chercher à voir ces entreprises exposant lors de cette FIDAK. Une manière pour eux d'accéder au marché du travail. Notre présence ici aujourd'hui, c'est pour pouvoir collecter des informations concernant l'organisation de cette foire, une grande structure, et concernant aussi pour pouvoir chercher des partenaires avec le monde des entreprises, pour des incubateurs, pour pouvoir insérer nos étudiants dans des stages et leur chercher des emplois après la formation professionnelle. La Foire internationale de Dakar, espérons-le, par ce volet incubateur, devra donner une issue favorable à ces milliers de diplômés prêts à servir l'économie nationale par l'expertise déjà acquise en formation dans plusieurs instituts de commerce. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Très bonne suite de nos programmes.